leur seul objectif, c'est le chiffre, c'est le profit. Donc, évidemment, aujourd'hui, comme on dit, la fameuse expression, un patient guéri, c'est un client perdu. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 4K2. Aujourd'hui, je ne reçois pas un invité, mais deux. Il s'agit de Yohan Fakra et Mathieu. Bonjour à tous les deux. Bonjour Kate, merci pour ton invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait surtout le déplacement. On racontera pas toutes les péripéties qui se sont produites. C'était pas simple. Alors vous êtes respectivement Mathieu, vous êtes ingénieur en informatique, serial entrepreneur et fondateur de la plateforme Crowdbunker. Et vous, Yohan, vous êtes fondateur du média alternatif Quartier Libre TV. Vous avez produit une série de documentaires axés sur la souveraineté et ses solutions. Et vous avez également coproduit une série d'émissions On fait quoi maintenant avec tout un panel d'intervenants. Alors vous êtes ici pour nous parler de votre collaboration à tous les deux qui concerne la création de la plateforme Holytime. Alors Holytime ou Holytime, vous allez me dire comment on prononce? On peut le prononcer un peu comme on veut. Holytime, c'est pour holistique. Donc, pour le dire holistique, c'est aussi bien francophone qu'anglophone. Mais alors, avant de parler, avant d'entrer dans le cœur du sujet, moi, j'aimerais bien savoir comment est née cette collaboration. Vous qui, en fait, individuellement, vous êtes très porté sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Donc, comment s'est déroulée votre rencontre et puis ensuite votre collaboration, ce qui vous a amené à collaborer ensemble? Mais on s'est rencontrés en fait quand Mathieu a lancé sa plateforme Crowdbunker. Moi à l'époque je travaillais sur une plateforme à peu près équivalente qui s'appelait, le site s'appelait encore quartierlibre.tv, donc on avait un autre nom, ça devait sortir, etc. Je travaillais dessus, donc j'avais des développeurs, etc. On était en train de faire une plateforme qui permettait en gros de sécuriser des chaînes YouTube et de donner accès à ces chaînes sans censure, c'est-à-dire que les vidéos qui étaient supprimées sur YouTube restaient sur la plateforme, un peu le même principe que Crowdbunker. Et donc ça faisait quelques mois que je travaillais dessus, et quand j'ai découvert Crowdbunker, je me suis dit bon, c'est super bien fait, pourquoi réinventer la roue? J'ai un peu mis de côté ce projet, et du coup on est rentré en contact via quelqu'un en commun qu'on connaissait. Et puis après, on a beaucoup échangé pendant 2-3 ans, et l'an dernier, quand il y a eu le Doctolib qui avait annoncé que des milliers de naturopathes, de praticiens dans la santé naturelle allaient être retirés de la plateforme, on s'est dit allez, on y va. Et ça s'est fait un peu comme une évidence, quoi. On n'a pas réfléchi longtemps, hein. Ouais, non. Enfin, si, après. Mais je veux dire, pour se décider de lancer le projet, ça a pris moins d'un mois, je crois. Ouais, je crois qu'on a tous les deux un peu comme ça. Si on réfléchit, etc., pendant 20 ans avant de faire les choses, on les fait jamais. Là, on voit qu'il y a un besoin, on avait les compétences pour le faire, c'était le bon moment, donc on s'est lancé. Ouais. Oui, parce que ça, c'est un projet dont vous parliez déjà il y a quelques années. Alors moi, ça fait longtemps que j'y pensais, et comme disait Mathieu, des idées comme ça, j'en ai plein d'autres. Il y en a que ça peut rester dans un coin de la tête, il y en a qu'on peut démarrer, qui s'y terminent jamais. Voilà. Et là, en fait, ça a été le déclencheur, et puis le fait d'être deux, déjà, c'est... Ça vous a rassuré tous les deux, alors que vous portiez déjà des projets de manière individuelle. Au-delà d'être rassuré, il y a une dynamique qui se crée, et voilà. Après, une fois qu'on est lancé, on peut plus s'arrêter, quoi. Donc, voilà. Non, c'est ça. Alors, comment elle se met en place, cette collaboration? Est-ce que vous partagez les tâches ou bien vous foncez à fond dans le projet? Comment ça se passe? Oui, on est foncé Chacun dans le projet. apporte un peu Ça s'est fait assez naturellement, je crois. Voilà, moi j'avais l'expérience technique pour lancer le projet. Donc d'abord ça a commencé. Il nous fallait des fonds bien sûr pour lancer, parce qu'on savait bien qu'on n'allait pas rester qu'à deux pour lancer ce projet-là. Donc on savait tout de suite que pour avoir un projet sur cette envergure, il faut des fonds, il faut une équipe. Donc en fait notre premier focus ça a été de créer une campagne de dons et de préinscription pour les praticiens qui seraient intéressés. Et donc première tâche a été ça, c'était de développer un petit site vitrine qui présentait le projet et qui allait accueillir les dons. On voulait surtout pas passer par une plateforme type Litchi et compagnie. On sait très bien comment ça se passe pour ce genre de projet.
il y a 9 chances sur 10 pour qu'il soit coupé avant la fin, etc. Donc on voulait être indépendant, donc c'était la première étape, ça a été de faire ça. Et après, ben voilà, de fil en aiguille, au fil des discussions, on a monté le projet, en termes de spécifications, de ce qu'on voulait faire, là où on voulait aller sur le long terme, tout ça. Et puis voilà, de fil en aiguille, il y avait d'abord beaucoup d'aspects légaux qu'il fallait qu'on voit, d'administratifs, dans quel pays est-ce qu'on héberge la société, est-ce qu'on le fait en France avec les risques qu'on connaît, ou est-ce qu'on va ailleurs, ça et tout. Donc ouais, j'ai eu une expérience assez fâcheuse avec la France il y a quelques années, à l'époque où le Monde avait écrit un article sur moi, comme quoi j'étais l'homme à la tête du plus grand réseau de sites complotistes, alors que j'avais créé une plateforme qui hébergeait des contenus. Donc c'était même pas mes contenus. Il y avait une trentaine de sites sur la plateforme et bon, la plateforme n'était pas encore officiellement lancée. Ils m'ont attaqué avant et derrière ça a été l'effet boule de neige quoi. Tous les partenaires, les régies publicitaires, etc. Ils les ont contactés pour leur dire est-ce que vous voulez continuer à travailler avec cet homme-là qui a été dénoncé en tant que voilà. Ils m'ont tous lâché. Enfin et voilà. Et ça, j'avais une société en France. La société elle a été radiée. Donc je voulais pas renouveler l'expérience. Par expérience, ouais. La France c'est un pays qui est compliqué, qui l'est de plus en plus. Là, rentrer sur dans des domaines comme la santé naturelle, on voit comment ces métiers-là sont traités par les médias, par les politiques. C'est devenu des dérives sectaires aujourd'hui. Donc on savait que ça allait pas être simple. Donc il était évident que la société devait pas être en France. Donc voilà. Et tout ça, ça a pris du temps. Il a fallu mettre en place, créer il y a 2 sociétés derrière. Puis l'aspect RGPD en Europe, il est énorme. La Digital Service Act, puis tout l'aspect santé, hébergement de données de santé, même si c'est pas données de santé, mais des rendez-vous médicaux, c'est considéré comme données de santé. Donc beaucoup de choses à prévoir. On voulait faire bien les choses. On voulait surtout pas donner le bâton pour se faire battre, leur laisser cette opportunité de faire une erreur trop grosse qui leur permette après de couper directement le projet. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment pris le temps au départ pour faire les choses bien, mais en parallèle quand même. Voilà, à la fois on disait tout à l'heure qu'on s'est lancé très vite tout de suite, mais à la fois ça a quand même pris du coup 1 an avant que le projet sorte pour que les choses soient quand même bien faites, j'espère. Il y a une campagne, tu parlais d'une campagne de dons, ça n'a pas été qu'une campagne de dons, ça a été une campagne de dons et de préinscription. En fait, ce qu'on a mis en place, on a permis aux praticiens de se préinscrire en fait pour le lancement, donc à l'avance, et donc en gros d'acheter des mois de préinscription. Et c'est ce qui nous a permis de financer le projet. On a levé à l'époque à peu près 100 000 euros en 2 mois, je crois. Hein. Très bien. Et après, voilà, ça part vite, hein, entre les frais d'avocat, entre les frais administratifs pour créer les sociétés, plus les frais de développement, plus, voilà. Parce qu'on a quand même travaillé un peu plus d'1 an dessus. Et d'ailleurs, en parlant de frais d'avocat, on travaille avec maître Fabrice Divisio, qui nous accompagne sur le projet et où on travaille aussi un petit peu en mode partenariat, c'est-à-dire que c'est lui qui nous a proposé cette idée que j'ai trouvée excellente et surtout très innovante, parce que j'ai jamais vu ça nulle part. C'est qu'il propose en fait à tous les praticiens qui s'inscrivent sur la plateforme, sans surcoût, en fait, avec le prix de leur abonnement, ils ont un accompagnement juridique avec des vidéos de conseils pour bien formuler. Vous savez, en France, par exemple, si on n'est pas médecin, comment on appelle ça, agréé, etc., on n'a pas le droit de parler de diagnostic, des choses comme ça. Donc voilà, il y a des vidéos qui permettent de conseiller tous les praticiens pour pas faire d'erreurs, pour pas donner le bâton pour se faire battre, comme disait Mathieu tout à l'heure. Et on organise aussi des webinaires avec des questions-réponses en live avec Fabrice Divisio pour répondre aux praticiens. On n'a pas encore lancé ça va arriver bientôt. Je sais pas de date encore. Et derrière, les praticiens peuvent poser des questions au cabinet Baroque, qui est spécialisé dans la santé. Hein, exactement. Donc voilà, moi je trouve que c'est une belle valeur ajoutée pour les praticiens et qui n'ont pas ailleurs surtout. Alors Holytime, on l'a peut-être pas précisé, mais c'est une plateforme de prise de rendez-vous pour les praticiens en médecine alternative, finalement, naturel, médecine de bien-être, holistique. Voilà. Exactement. Mathieu, vous, on l'a dit au tout début, vous êtes le fondateur de Crowdbunker, qui est une alternative aussi à YouTube cette fois-ci, une plateforme qui existe depuis 2020.
C'est ça. À peu près. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a attiré d'aller finalement dans le secteur de la santé? Un peu kamikaze. Ouais, ça doit être ça. Non, pour moi, c'est tout à fait naturel parce que CrowdBunker, c'est quoi l'objectif? C'est de protéger la liberté d'expression. La liberté d'expression, la liberté de s'informer. Et ben là, en fait, avec la santé, on a un peu le même genre de problème. On n'a plus la liberté en France, dans d'autres pays aussi, de choisir vers quelle pratique se tourner. Et pareil pour les praticiens qui font des pratiques légales. Ils ont quand même pas le droit de les faire comme les autres. On leur met des bâtons dans les roues, on les empêche d'être trouvés sur Internet, d'être visibles. On les vire vers des plateformes les plus connues comme Doctolib. Voilà, là il y a un vrai problème, une vraie liberté, et en plus vitale, littéralement. Donc pour moi, non, c'était naturel de m'attaquer aussi à ce problème. Tout à fait. Puis au-delà de Doctolib, il y a d'autres plateformes, on va pas donner les noms, il y en a quand même quelques-unes, mais les principales, en gros... pour un praticien, pour rentrer sur ces plateformes, il faut être accepté. Et il y a plein de métiers pour qui c'est vraiment très compliqué d'être visible en fait sur ce genre de plateforme. Moi, je connais, j'ai un ami qui est médium par exemple, il galère. Donc il a sa page Facebook. Puis la plupart n'ont pas forcément de site internet. Il faut quand même avoir des connaissances. Et puis ça coûte de l'argent, etc. Donc nous, on a voulu vraiment avoir une approche libre, démocratique. C'est-à-dire que tout le monde peut venir sur Holytime, y compris les médecins généralistes ou des médecins qui sont conventionnés, etc. C'est vraiment ouvert à tout le monde, alors, avec une portée holistique, bien sûr. Donc, c'est sûr qu'un médecin généraliste qui n'aura aucune portée holistique dans sa manière de travailler, il pourra venir, mais je veux dire, il y a un système d'intelligence collective. Donc, c'est-à-dire que les patients vont pouvoir mettre des avis après avoir eu une consultation avec un praticien, et ces avis vont permettre en fait de faire remonter ces praticiens ou de les faire descendre en fait. Donc c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas vraiment une portée holistique risque de pas forcément être mis en avant, mais voilà, c'est ouvert à tous, et c'est ce système d'intelligence collective qui crée en fait ce filtrage en fait pour les patients, parce que moi, c'est un constat que je fais depuis des années. C'est tous ces métiers-là. Aujourd'hui, tu vas aller voir un praticien dans la santé naturelle, c'est compliqué. Tu sais pas qui aller voir. Surtout dans un pays comme la France où il y a aucun contrôle sur tout ça. C'est-à-dire que moi, demain, je peux ouvrir un cabinet de naturopathe si je veux. J'ai pas de diplôme, j'ai rien, mais je peux le faire. C'est-à-dire que je veux pas être contrôlé, on va pas m'empêcher. Pas comme en Suisse, par exemple, où c'est extrêmement contrôlé là-bas. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est pour cette raison aussi, peut-être, qu'en octobre 2022, Doctolib, finalement, exclut quelques 5700 praticiens de son site internet pour non-conformité ou pas de certification officielle, voilà, pas de numéro. Est-ce que c'est pour cette raison aussi, peut-être? Enfin, après, voilà, ils donnent des raisons qui sont les leurs, mais c'est une aberration. C'est une aberration. Ces personnes-là sont formées et font rien, encore une fois, d'illégal. Donc pourquoi est-ce que faut aller au-dessus de la loi? C'est pour ça ce que disait Yoann. Nous, on a une logique totalement inverse de ces gens du régime de l'arbitraire qui, on sait pas trop comment, ça s'arrange le droit de dire, toi, ta médecine, elle est bien, toi, ta médecine, elle est pas bien, toi, t'as le droit d'exercer, toi, t'as pas le droit d'exercer, mais pourquoi, par rapport à quoi? C'est basé sur rien, sur que du vent. C'est encore, je sais pas, on nous avait parlé d'un truc vraiment dangereux avec plein de morts, etc. Non, on n'est pas au courant de ça, en tout cas. Sur quels critères, par exemple, les praticiens peuvent s'inscrire sur la plateforme Holytime? Sur Holytime, il faut juste que ce soit une pratique légale. Tant que c'est pas illégal, on a le droit de s'inscrire. Justement, il y a d'autres plateformes où déjà, il y a seulement, la plupart, c'est que certaines pratiques qui sont autorisées sur la plateforme. Et après, même souvent pour ces pratiques-là, il faut non seulement pour une des plus connues, il faut non seulement prouver ses diplômes, bien sûr, mais il faut aussi prouver ses expériences passées. C'est-à-dire que si tu débutes, et effectivement, il y en a plein depuis le Covid qui sont reconvertis, qui sont formés, etc. Non, ils peuvent pas du coup commencer parce qu'il faut déjà qu'ils puissent prouver leurs expériences passées, etc. Nous, justement, comme disait Yoann, on se base sur l'intelligence collective. On pense que on n'infantilise pas les gens. C'est pas à nous de décider pour eux qui ils ont le droit de consulter. Puis qui sommes-nous pour choisir en fait à leur place? Voilà. Moi, je trouve ça aberrant. On est vraiment dans une société, dans un système qui est totalement pyramidal, où certaines personnes se donnent le droit de décider pour les autres. Moi, je suis vraiment pour la démocratie,
Et ce système d'intelligence collective, pour moi, c'est juste une évidence, en fait. Bien sûr. Puis c'est un système qui est prouvé, qui a vraiment été étudié. L'intelligence collective, c'est pas quelque chose qui est subjectif, qui est utopique. Voilà, il y a eu des études là-dessus. Voilà, il y a plein de travail qui a été fait. On sait aujourd'hui, même une étude récente en 2004 qui a prouvé que, en tout cas, dans des conditions normales, s'il n'y a pas des biais évidents, un groupe de personnes qui est hétérogène avec des opinions et des expertises différentes sera plus exact, il sera plus performant pour atteindre un résultat qu'un groupe homogène d'experts. Donc ça, c'est ce qu'on peut vérifier. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle La sagesse des foules qui répertorie un peu tout ça pour ceux qui s'intéressent, qui est sorti aussi en 2004. Voilà, pour nous, c'est une évidence de se baser sur, comme tu dis, un système démocratique, mais logique en fait pour nous, plutôt que le régime arbitraire, autoritaire. On choisit nous, comme si on avait une science infuse. Voilà, c'est pour nous simplement normal. Alors d'autres plateformes qui donnent accès justement aux praticiens de médecine alternative existent, on ne va pas les citer. Comment vous faites pour vous démarquer? C'est surtout ça, déjà, c'est le point numéro 1, c'est ça, c'est que nous, on est certainement l'une des seules à laisser rentrer tout le monde en premier, tout le monde peut s'inscrire, même sans diplôme d'ailleurs. Si vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez vous inscrire. Par contre, vous pouvez nous donner les diplômes au moment de votre inscription et nous demander à nous... Pendant qu'on est en formation, par exemple, c'est ça, en cours de formation. On en a qui se sont préinscrits à la plateforme, qui étaient encore en formation et qui nous demandaient justement est-ce que je pourrais activer ma préinscription à telle date parce que j'aurais fini mes études à ce moment-là. Donc bien sûr, on leur a dit oui. Et voilà. Mais il y a aussi des pratiques qui n'ont pas vraiment de diplôme réel, parce qu'il y en a des centaines en fait. Alors je pourrais pas vous citer parce que vraiment il y en a des centaines de pratiques différentes. Alors moi je les connais pas. Alors moi, tout ce que je connais c'est par exemple les naturopathes, les acupuncteurs, les chiropracteurs. Je sais même pas si c'est de la hypnothérapeutes qui ont des diplômes. Il y en a vraiment des centaines. Nous-mêmes, je pense qu'on a découvert plein. Ouais, non mais tous les jours on nous en suggère des nouvelles à rajouter sur la plateforme. Peut-être les magnétiseurs, tiens. Mais il y en a. Parce que je vais en recevoir un bientôt d'ailleurs. Donc peut-être que ça on n'a pas besoin de. Même des médiums, même certains. Moi j'en connais qui ont créé leur propre pratique. Alors pourquoi médium justement? Pourquoi médium ça entrerait dans le cadre de la santé et un médium aurait toute sa place sur votre plateforme? Alors déjà c'est pas juste la santé, c'est la santé et le bien-être. Et justement, ça rentre totalement dans le cadre du bien-être. Il y aura aussi des professeurs de yoga, par exemple. On va proposer en fait ce qui n'existe nulle part. En fait, que j'ai jamais vu ça, de pouvoir proposer des séances en fait ou de groupes où en fait il y a 10 places de telle heure à telle heure où les gens pourront s'inscrire sur une séance de groupe. En général, sur tout ce qui est système de réservation, c'est des consultations d'une personne qui vient voir un praticien. Donc on va proposer ça. Et voilà, c'est vraiment tous les domaines qui sont liés au bien-être et à la santé naturelle. Voilà. Mais cela dit, pour ceux qui ont un diplôme et qui veulent le montrer, nous on va leur mettre un badge, donc on a vérifié le diplôme, comme ça chacun pourra savoir que nous, c'est la petite pastille bleue. En quelque sorte, voilà, c'est un peu un équivalent, c'est ça. Qui sera gratuite, hein. Pas. Merci de le préciser. Non, mais voilà, donc on laisse les gens. Enfin après, les parcours, les formations qu'on fait, les praticiens sont visibles publiquement sur leur profil. Mais après, c'est les gens qui décident, qui lisent le profil, qui se disent là ça me convient, ça me convient pas, ou qui se disent je vais tenter l'expérience. Et après, ils vont mettre un avis que tout le monde pourra voir sur comment s'est passé à cette séance. Tout simplement. Donc c'est avec les avis, c'est selon les avis en fait des clients ou des patients, je sais pas comment on peut les appeler. C'est sur ces avis-là que vous allez vous baser de finalement la fiabilité du praticien ou non. Parce que là, on parlait des médiums, mais est-ce qu'on ne peut pas craindre certaines dérives? Mais si, après, voilà, tout est possible. Aujourd'hui, si vous avez un praticien, un médium ou n'importe quoi, qui vous allez le voir et vous allez considérer que ce gars-là, franchement, c'est un peu limite la manière dont il reçoit ses patients, etc. Là, l'avantage, c'est que vous pourrez le dire. Ça marche aujourd'hui par le bouche à oreille. Donc moi, si aujourd'hui je rencontre un praticien que je le sens pas du tout, je vais pas aller le recommander à mes amis. Vous voyez. Par contre, si je rencontre un praticien que j'ai vraiment adoré la consultation, qui m'a fait du bien, etc., je vais le dire à tout le monde. Mais là, c'est un peu ce système de bouche à oreille, mais qui est généralisé en fait. C'est-à-dire que chacun pourra, recommander ou ne pas recommander un praticien à tout le monde. Et puis ça sera la moyenne en fait de tout ça, quoi. Voilà, puis il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de dérives dans des médecines alternatives complémentaires que, on a tous entendu parler par exemple d'agressions, etc., de médecins, de chirurgiens, etc.
il y a pas de raison qu'il y en ait plus. Donc là, c'est pas parce qu'il y en a plus de diplômes qu'on est moins dangereux au sujet aux dérives que d'autres personnes. Donc c'est la même logique. Les gens peuvent après signaler. S'il se passe un problème, ils peuvent nous le signaler. Et puis nous derrière, on pourra enquêter et éventuellement retirer le praticien s'il faut. Mais en tout cas, on n'a pas de barrière à rentrer comme ça au faciès. On va dire non, mais toi tes sujets, toi tes sujets aux dérives, tu vas pas rentrer, tu vas pas t'inscrire. Non, voilà. Ouais. Et puis c'est pas juste aujourd'hui, si c'est un système d'avis simple, hein, qui voilà, tu donnes un avis positif, un avis négatif, tu peux laisser un commentaire. Ce vers quoi on veut faire évoluer la plateforme, et ça va arriver prochainement, c'est vraiment de faire du spécifique. C'est-à-dire, imaginons, je vais vous donner un exemple. Je pense que beaucoup de gens ont déjà commandé sur Uber Eats ou ces plateformes où il va y avoir des restaurants avec une note globale. Vous allez commander une pizzeria, ils vont proposer des pizzas, ils vont aussi proposer de la viande, pourquoi pas, ou autre chose, ou des pâtes. Et bien, ça se trouve, les pizzas vont être excellentes, mais les pâtes sont dégoûtantes, quoi. Mais par contre, la note ne reflète pas ça, vous voyez. Et nous, c'est vraiment vers ça qu'on veut aller. C'est par exemple un patient, une personne qui vient pour, j'en sais rien, imaginons qu'il a des problèmes au niveau des reins, par exemple, et qui cherche un praticien qui peut l'aider à régler ces problèmes-là. Il va aller voir un praticien, et ce praticien va être génial, il va lui trouver toutes les solutions qui vont aller pour lui, mais par contre d'autres personnes qui vont venir pour autre chose vont trouver qu'il n'était pas si bien que ça par rapport à d'autres problèmes. Et bien en fait l'idée c'est vraiment de faire du cas par cas, c'est-à-dire d'utiliser cette intelligence collective et ce contexte de chaque avis qui sera laissé. Par exemple, si demain quelqu'un d'autre vient pour un problème de rein de la même manière, ce praticien va lui être mis en avant, alors que pour d'autres problèmes, il pourrait être mis en retrait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment faire quelque chose d'intelligent, voilà, et qui s'adapte un peu à chacun. Alors, est-ce que l'homéopathie aussi, ça rentrerait dans le cadre d'une médecine alternative? Je vous pose la question parce que depuis janvier 2021, en France, les produits d'homéopathie ne sont plus remboursés et la Haute Autorité de Santé estime que l'efficacité n'a pas été prouvée sur ces produits-là. En Espagne, le ministre de la Santé vient de déclarer que l'homéopathie est une arnaque. Et en 2019, d'ailleurs, le gouvernement espagnol avait lancé une espèce de campagne comme ça, intitulée « Pour vous soigner, il vous faut plus que de l'eau et du sucre ». Alors, est-ce qu'on n'arriverait pas déjà à ce genre de propos ici en France? Est-ce que l'homéopathie, pour vous, est considérée comme une médecine alternative? Ils auraient pu simplifier, plutôt que je parlais de l'homéopathie, etc., ils auraient pu mettre tout ce qui ne rapporte pas des dizaines de milliers d'euros au laboratoire pharmaceutique est une arnaque. Je pense que c'est le meilleur moyen de simplifier les choses, parce que tout ce qui nous qui nous enferme pas dans un système qui nous emmène de praticien conventionnel en praticien conventionnel, donc remboursé par la sécurité sociale, qui nous emmène pas à consommer des médicaments toute notre vie, à attaquer des symptômes sans nous guérir, sans simplement améliorer vraiment notre santé. Tout ça, c'est une arnaque aujourd'hui. Donc évidemment, c'est des dérives sectaires. Même une dérive sectaire, effectivement. Donc voilà. Donc ça ne nous étonne absolument pas, et tout, à mon avis, malheureusement, ça va continuer comme ça. Là, ça a commencé par l'homéopathie. On voit certains dans certains médias qui critiquent aussi les ostéopathes. Alors ça, franchement, pour critiquer les ostéopathes, je sais pas, faut vraiment jamais y être allé, jamais avoir de problème de dos. Enfin moi, enfant, j'ai des douleurs terribles. Après être allé là-bas, ça fait un grand mot de dire ça m'a sauvé, mais c'est un peu ça quand même. Enfin, je veux dire, il y a des choses comme ça. Donc oui, ça vend pas un ostéopathe ne vend pas des médicaments, donc potentiellement, voilà, ils vont se faire aussi virer. On va en avoir plein comme ça. Hein. Ouais, on est dans un monde où les lobbies des labos pharmaceutiques ont de plus en plus d'influence sur le milieu politique. Et malheureusement, vous parliez tout à l'heure de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est, pour plein de gens, la sécurité sociale, c'est ce qui nous donne accès à une santé gratuite. Mais en quoi c'est gratuit? Parce que les labos, justement, du fait que ce soit gratuit pour les gens, ils se permettent de vendre des médicaments beaucoup plus chers. Souvent, on les paye pas. Mais vous croyez vraiment qu'on les paye pas? Je veux dire, ces médicaments, cette sécurité sociale, mais on la paye bien largement, quoi. Il y a toute une partie des salaires de tous les Français, une partie de la TVA, une partie, voilà.
Donc elle nous coûte extrêmement cher, cette sécurité sociale. Et puis là, à partir de janvier 2025, le ticket modérateur va augmenter. Ouais. C'est-à-dire qu'il passera à 50% parce que la visite chez le médecin généraliste va augmenter dès décembre. Et du coup, la prise en charge de la sécurité sociale va diminuer et ce sera 50% pour le patient. Ouais. Donc on est en train de changer aussi notre système de santé finalement. Ce qui nous oblige de plus en plus à avoir des mutuelles qui coûtent de plus en plus cher et moins la sécurité sociale rembourse plus, les mutuelles coûtent cher et au final ça crée pas. Alors est-ce que finalement la médecine holistique, parce que holistique c'est vrai qu'on n'a pas défini le mot, mais holistique, c'est la prise en charge globale. Voilà, si vous voulez en parler. Holistique, c'est prendre un problème sous tous ses aspects, en gros. Donc, quand on va voir un praticien dans la santé holistique, il va s'intéresser à notre terrain, à notre environnement, à notre mode de vie, à est-ce que vous êtes marié, vous avez des enfants, où est-ce que vous vivez, à la ville, à la campagne, quel est votre travail, est-ce qu'il est stressant, est-ce qu'il n'est pas stressant, enfin voilà. Je veux dire, aujourd'hui, on va voir un médecin généraliste, ça dure 15 minutes, il nous prend notre tension, la température. Et encore, si vous la prenez. Ouais. et puis on repart de là avec une ordonnance et puis 3 pages de médicaments, quoi. Et voilà, la santé holistique, c'est vraiment s'intéresser aux patients. Et surtout, c'est pas, c'est chaque patient est unique. Chaque patient est différent. Et chaque patient a un terrain différent. Vous voyez ? Oui, que ce soit d'ailleurs un terrain physique ou émotionnel aussi. Exactement. Bien sûr. Bien sûr, et justement, voilà, holistique, ça prend aussi en compte, pour beaucoup de pratiques, pas que l'aspect purement physique, mais aussi émotionnel, psychologique, tout ça, mental, le bien-être, le stress, vous savez tout, on sait aujourd'hui, prouvé par multitude d'études à quel point le stress a un impact sur notre santé physique, entre autres. Tout ce qui en fait agit sur notre milieu de vie. Donc effectivement, au lieu de se concentrer uniquement sur un symptôme, là j'ai mal, là du coup on corrige là, mais on voit pas pourquoi est-ce que j'ai mal là. Est-ce que je peux pas juste, en fait, tout simplement, plutôt qu'aller à chaque fois guérir, soigner, si tant est que ça soigne bien, est-ce que juste on peut pas essayer de régler le problème à la source? Est-ce que simplement je peux pas améliorer ma santé? Mais en général, c'est souvent ce que va faire par exemple un naturopathe, va essayer de voir dans la globalité, qu'est-ce que tu fais au quotidien, comment est-ce que tu manges, comment est-ce que tu fais du sport, quel est ton niveau de stress, etc. par rapport à ton travail. Parce qu'un naturopathe, la première fois qu'il vous accueille, alors pour ceux qui ne le savent pas, mais la première fois qu'un naturopathe vous accueille, c'est quand même pendant plus d'1 heure où vous discutez, vous échangez, vous répondez à des questions et le naturopathe note et effectivement, il s'intéresse à tout ce que vous mangez, à quelle heure vous vous levez, est-ce que vous faites du sport, enfin tout. Puis ça va même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des choses qui sont liées à notre enfance, des traumatismes qu'on va vivre enfant, qu'on va enfouir au fond de nous et qui vont en fait créer des schémas, des comportements, etc., qui vont être à l'origine de stress, de peur, qui vont générer des problèmes de santé. Donc on va pouvoir traiter autant qu'on veut les symptômes, si on va pas mettre le doigt sur la cause. Puis, et là, je parle de l'enfance, mais certains praticiens vont même aller sur tout ce qui est transgénérationnel. Enfin, c'est très vaste, en fait, tout ça. Alors, est-ce que c'est là où les thérapeutes énergétiques interviennent, justement, sur tout ce qui est soit les croyances ancestrales ou les... Mais ça, c'est intéressant ce que vous dites, c'est justement... On va un peu loin, là, quand même, dans le sujet, mais bon... C'est intéressant parce que là, on parle de santé, on va parler de la santé allopathique. Bon, c'est des médecines qui ont moins de 100 ans, 150 ans, qui se disent être la norme aujourd'hui. Il n'existe que ça, tout le reste, on fait passer ça comme si c'était des nouveautés, des choses, mais tout ce qui est Ayurveda, tout ce qui est médecine, l'acupuncture, etc., mais c'est des médecines qui ont des millénaires, qui ont plusieurs milliers d'années. Et on traite ça comme des dérives sectaires. C'est hallucinant. Si encore la médecine allopathique prouvait des résultats, mais je veux dire, plus la médecine allopathique prend du terrain, enfin prend de la place, est influente et voilà, mais plus l'état de santé se dégrade. Ben oui, il n'y a rien qu'à voir les chiffres. Là, en Occident, là où sont le plus pratiquées ces médecines dites conventionnelles aujourd'hui, allopathiques, ouais. Allopathiques, ben c'est là où il y a le plus d'augmentation de toutes les maladies chroniques, des cancers, maladies cardiovasculaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu se remettre en question et se dire peut-être qu'on n'est pas si parfait qu'on l'imagine, peut-être qu'on n'a pas de leçons en tout cas à donner aux autres au vu de nos résultats. Alors moi je vais avoir peut-être un petit discours complotiste, certainement. Est-ce que justement ces choses-là sont voulues par les gouvernants
de laisser finalement les citoyens se diriger vers la médecine allopathique et ne pas connaître ces médecines alternatives qui pourraient toucher en fait à notre corps physique, à nos émotions et à nos ancêtres aussi, parce que quand on parle de transgénérationnel, c'est qu'on parle de nos ancêtres. Est-ce que c'est pas voulu finalement? Bien sûr, c'est des lobbies. Et on qui parle sont des là. dérives sectaires. Il y a la loi sur l'article 4 qui arrive. Bien sûr. Mais faut pas oublier une chose, c'est que c'est tout le domaine de la santé allopathique, je parle, les labos pharmaceutiques, etc. Mais tout ça, c'est du domaine du privé. Je veux dire, on parle de la santé des gens, et je veux dire, je comprends pas qu'on puisse laisser. Enfin, je le comprends parce qu'on sait comment le monde fonctionne. Mais je veux dire, la santé des gens, laisser ça au domaine du privé, mais tout le monde sait que des entreprises privées, leur seul objectif, c'est le chiffre, c'est le profit. Donc, évidemment, aujourd'hui, comme on dit, la fameuse expression, un patient guéri, c'est un client perdu. Vous voyez ? Donc, tout est fait pour que les gens restent dépendants, en fait, le plus longtemps possible. Et la plupart des pratiques naturelles de la santé, si vous parlez avec la plupart des praticiens avec qui j'ai pu discuter dans ma vie, leur objectif, c'est que les gens ne viennent plus les voir. Leur objectif, c'est de les amener vers l'autonomie, justement. Mais ce qui est très intéressant aussi avec ça, avec cette histoire de lobby derrière, c'est que les gens, la population, a pas trop de mal à accepter qu'il y ait des lobbies des armements, qu'il y ait des lobbies du pétrole, etc. Mais le lobby pharmaceutique, il y a une histoire, il y a un peu un tabou. C'est assez intéressant. Les gens ont du mal à accepter ça, alors que c'est fait partie des lobbies les plus puissants au monde et les plus ancrés justement partout. Et en plus, ils ont un espèce de sésame c'est pour la santé. Mais non, moi j'ai entendu il y a quelque temps un témoignage de Marc Simoncini, fondateur de Mythique, là, qui disait que il était allé voir il y a quelques années le patron d'un laboratoire français. Il a pas précisé lequel. Je sais exactement dans quelle émission vous l'avez entendu. Je visualise très bien. Voilà. Je précise pour ceux qui l'auraient pas vu. Il est allé voir pour proposer une étude pour les enfants, genre je crois que c'était avec des vitamines, etc. Je me rappelle plus exactement le détail, mais en tout cas c'était pour étudier pour qu'ils soient en meilleure santé, et donc il voulait les faire financer cette étude auprès d'un laboratoire, et ce patron de laboratoire a répondu: mais quel intérêt est-ce que j'aurais à ce qu'ils soient en meilleure santé, vu que c'est quand ils sont en mauvaise santé finalement qu'ils viennent consommer nos produits. Donc voilà, ça résume très très bien la logique de ces gens-là. Je sais pas pourquoi est-ce que certaines personnes ne peuvent pas concevoir que ce sont pas des saints, justement. Mais parce que on a été conditionnés depuis la naissance pour surtout ne pas remettre en question la parole du médecin, de l'État, enfin voilà. Alors pourtant, moi j'ai une étude, j'ai trouvé une étude, enfin il y en a plein, mais j'ai relevé celle-ci. C'est une étude qui a été réalisée en ligne en 2020 par Harris Interactive pour Santé et Claire, et 86% des Français ont une bonne image des médecines douces. Les médecines douces sont perçues comme utiles. En complément, la médecine traditionnelle à 88%, elle est aussi perçue comme utile. Pour solutionner les petits maux, pour 91%, les médecines douces sont utiles. Et les Français considèrent que ces pratiques de santé alternatives sont amenées à se développer de plus en plus à 86%. Voilà, vous avez résumé l'origine peut-être du problème aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on s'attaque encore plus aujourd'hui à ces pratiques-là? Parce qu'on voit le danger montant. Peut-être qu'avant, il était moins considéré, en tout cas en France et en Europe, comme un danger, mais là, certains lobbies, certaines entreprises voient ça comme une rivalité, comme un danger pour eux. Si de plus en plus de gens s'intéressent à une alternative qui n'implique pas de consommer leurs produits, forcément, ils contre-attaquent, et au vu de l'implication qu'ont ces lobbies, effectivement, malheureusement avec nos politiques, ça donne ce genre de résultats. Mais vous voyez ce décalage qu'il peut y avoir. Bon, s'il y avait que dans la santé, c'est un petit peu dans tous les domaines malheureusement aujourd'hui, et puis ça va pas en s'arrangeant, mais ce décalage, les chiffres que vous venez de donner, et quand vous voyez le traitement médiatique et politique de ces pratiques alternatives, mais il y a un déphasage complet, quoi. Je veux dire, les gens sont de plus en plus intéressés par ces alternatives, mais non. On traite ça comme des dérives sectaires, on veut les interdire, on sort l'article 4, justement, qui n'a aucun sens. Aujourd'hui, tu n'as même plus le droit
de remettre en question tout ce qu'on nous dit. Mais c'est assez pardon Mathieu, c'est assez paradoxal parce que en même temps dans les magazines féminins, dans les émissions de télé même qui sont dédiées entre guillemets aux femmes, on voit de plus en plus de reportages sur ces pratiques alternatives. Donc c'est un peu paradoxal finalement. Il y a une forme de dissonance cognitive, mais en fait peut-être tout simplement parce qu'il y a la réalité quelque part qu'on peut pas la mettre complètement sous le tapis. Il y a la réalité, les gens qui s'expriment, etc. Et d'un autre côté, d'autres personnes qui sont en réalité très minoritaires. On l'a vu dans les chiffres que vous donnez. Moi, je sais que 4 Français sur 10 vont au moins une fois par an consulter un praticien complémentaire. Donc, voilà. Il y a la réalité quelque part et il y a une minorité qui veut imposer sa vérité qui l'arrange financièrement, entre autres, et idéologiquement, d'un autre. Mais il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est que tu disais qu'il y a 4 Français sur 10 qui vont consulter au moins une fois par an un praticien dans la santé naturelle, mais il y a 6 à 7 Français sur 10 qui disent que en cas de problème, en fait, ils ont une préférence pour les médecines naturelles que la médecine allopathique. Ça veut dire qu'il y a quand même un décalage entre ce 4 sur 10 et ce 6 à 7 sur 10, c'est qu'aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller trouver le bon praticien, de savoir qui aller voir, où, quand, comment, enfin voilà. Et c'est aussi pour ça que nous, on a voulu créer Holytime pour réduire ce gap, en fait, justement, pour vraiment avoir une plateforme qui soit, qui puisse répondre aux besoins des Français. Des gens, pas que les Français, parce que c'est une plateforme qui aujourd'hui, qui est francophone dans 5 pays francophones. C'est la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et le Québec. Et qui oui, a donc pour vous avez vocation, traversé même l'Atlantique, quoi. Ouais, et qui a pour vocation de s'étendre aussi dans d'autres langues et d'être une plateforme internationale. Mais voilà, notre objectif, c'est justement de réduire ce gap et de faciliter les choses pour, déjà pour le praticien, pour être visible, et pour le patient, pour savoir qui aller voir. Et donc c'est vraiment tout ça qui nous a motivés. Et pour l'instant, vous comptez combien de praticiens au sein de la plateforme? Donc il y a tous ceux qui s'inscrivent, qui ont créé leur compte. Donc là, on est aux alentours des 2000, voilà, qui sont présents sur la plateforme. Après, voilà, chacun prend un peu son temps en mesure de ses besoins, etc., pour finaliser la création de son compte, c'est-à-dire créer son profil, tout décrire, etc., rajouter ses diplômes pour ceux qui le veulent, créer tous ses créneaux de rendez-vous, avoir la disponibilité réelle pour après répondre à ces rendez-vous. Donc ça prend un peu plus de temps. Petit à petit, voilà, il y en a quelques-uns tous les jours qui finalisent leur compte, qui valident. Puis il y en a qui attendent aussi parce que ils attendent que la plateforme soit plus connue, pour qu'il y ait plus de patients qui viennent dessus, etc. Donc ça ne fait que grossir. C'est aussi pour ça que qu'on est là, qu'on présente, qu'on va dans les médias pour en parler. Et ça ne fait que croître assez rapidement. Donc voilà. Donc tu disais 2000 praticiens qui sont inscrits et puis à peu près quelques centaines. Ouais, quelques centaines. Est-ce que c'est une inscription qui est payante pour les praticiens? Oui, comment ça se passe? Oui. Il y a un abonnement mensuel comme sur toutes les plateformes, à la différence que on est bien moins cher. Par exemple, Doctolib, pour donner quelques prix, quand même, c'est 150 € par mois. Hors taxe. Hors taxe, qui est assez coûteux quand même pour un praticien qui fait pas forcément d'ailleurs 10 consultations par jour. Nous, on a décidé d'être 3 fois moins cher, et encore là, même pendant cette période de lancement, encore 25% moins cher par-dessus le tarif qui est déjà moins cher de base. Donc, mais voilà, c'est juste ces jours-ci. Donc voilà, c'est un abonnement mensuel, tout inclus, et y compris ce que disait Johan tout à l'heure. Vous pouvez annoncer alors qu'il y a une offre promotionnelle, n'hésitez pas. Oui, qui va pas rester encore très longtemps. Voilà, mais ça va pas durer. On l'avait fait pour le lancement. Je pense que d'ici un mois, on va retirer l'offre. C'était l'offre pour le lancement. Mais sachant qu'on est déjà 3 fois moins cher que Doctolib. Voilà. Donc, voilà. Et en plus, même si on prend un autre paramètre que disait Johan tout à l'heure, on a des conseils juridiques inclus dans l'abonnement. Normalement, si vous regardez 1 heure d'avocat, c'est 300-400 € facilement. Ça, c'est inclus dans l'abonnement. Donc, ça vous rembourse déjà, ça vous compense l'année d'abonnement, même plus si juste vous faites une consultation avec le cabinet d'avocat. C'est juste pour donner aussi un... Oui, parce que vous, ce que vous garantissez un peu, c'est la visibilité des praticiens, en fait. C'est ce que vous apportez. Et puis surtout l'aspect légal, parce que dans un contexte aussi compliqué, surtout en France, autour de ces métiers-là, mais c'est vraiment important de bien choisir les mots, de bien présenter son métier, ce qu'on fait, etc., pour pas justement être attaquable. Parce qu'aujourd'hui, on voit plein de praticiens dans ces métiers-là se faire attaquer. Il y en a certains qui se font attaquer même en justice. Pour des raisons qui sont voilà. C'est sûr. Donc voilà, c'est payant, mais on a un tarif qu'on pense qui est juste, et surtout, en fait,
Généralement, il faut une seule consultation pour le praticien dans le mois pour compenser son abonnement et au-delà. Oui, parce que les tarifs ne sont pas les mêmes que pour les médecins traditionnels, sauf si on est médecin spécialiste. C'est quand même un certain coût, en fait. C'est ce qui peut aussi freiner peut-être les gens à aller à se tourner vers la médecine alternative. C'est sûr, mais moi je pense qu'il y a une chose qui est vraiment importante, c'est alors oui, je sais, les gens ont de moins en moins d'argent avec l'inflation, etc. Mais voilà, on n'a qu'une santé, on n'a qu'une vie. Et je trouve ça complètement aberrant que, bon, bien sûr, on a été conditionné depuis la naissance, mais je veux dire, on a décidé, quelque part, consciemment ou inconsciemment, de déléguer sa santé, sa vie, à des experts de la maladie. Parce qu'au final, le système allopathique, ce sont des experts de la maladie, pas de la santé. Vous voyez ? Et c'est complètement aberrant, je comprends pas. Donc évidemment, ça a un coût. Mais ça a surtout une valeur. Mais voilà, ça a une vraie valeur, et puis voilà, nous on a aussi l'ambition, alors je dis pas qu'on va y arriver, on y réfléchit, on aimerait un jour, on sait pas quand, on sait pas comment on va pouvoir mettre ça en place, etc. Mais on aimerait mettre en place une mutuelle qui soit payante, mais qui permette d'aller consulter des praticiens dans la santé naturelle. Une mutuelle citoyenne ? Voilà, c'est ça. Donc c'est un rêve qu'on a. Donc et j'espère sincèrement qu'on réussira à le faire parce que ça pourrait changer la vie à beaucoup de gens, quoi. Vous savez, je vais vous donner une info. Il y a quelques villes là qui sont en train de mettre en place des mutuelles communales. Oui. Ok. Mais d'accord. On en parlera après en off si vous voulez, mais voilà. Non, je vous donne une petite info et même pour les spectateurs, voilà. Non, selon mes sources. En espérant du coup, voilà, qu'ils considèrent aussi ces ce pratiques sera pas pareil, je pense. Non, pas du tout. Non. D'accord. Ce sera pas pareil. Okay. Mais Johan, j'aimerais revenir quand même sur un aspect, parce que moi, en travaillant sur cette interview, je vous ai écouté, je vous ai entendu, et vous aimez bien dire qu'il faut être acteur de sa vie, parce que pour vous, vous êtes acteur de votre vie, et il y a un épisode dans votre vie, et c'est sans doute lié, et si vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'en parlez pas, vraiment. Vous avez été touché par la maladie, vous le dites très jeune. Et donc, à partir de ce moment-là, voilà, plus rien ne vous a arrêté. Moi, il y a 23 ans, j'ai eu un cancer. Et à l'époque, j'ai toujours eu un esprit critique assez développé, même jeune. Je remettais en question les cours d'histoire à 12 ans. J'étais la plaie des profs d'histoire géo, en tout cas une en particulier. Et j'ai eu ce cancer à 23 ans. Et moi, il y a une chose que je trouvais complètement aberrant, qui n'avait aucun sens, c'est qu'un médecin m'a dit un jour, donc j'ai fait de la chimiothérapie, j'ai fait 6 mois de chimiothérapie. Et un jour, un médecin m'a dit qu'il fallait suivre, je devais faire des analyses de sang régulièrement il suivait mon système immunitaire. Et que s'il descendait trop bas, il devrait me mettre en chambre stérile. Et pour moi, j'avais toujours compris que le système immunitaire, c'est ce qui est censé te protéger, te maintenir en bonne santé. Donc si on te donne un traitement qui te déglingue ton système immunitaire, ça n'a pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Et pendant quelques années, après cette histoire, quelques années après, c'est devenu une obsession. J'avais besoin de comprendre. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à essayer de comprendre comment fonctionne le système médical, les labos pharma, etc. Et puis bon, je me suis assez vite rendu compte que tout était un petit peu interconnecté. Et puis après, tu fais vite le schéma complet. Mais et oui, après, pendant pas mal d'années, j'ai voulu dénoncer tout ça. J'ai été dans les médias alternatifs, etc. Et voilà, le temps a passé et je me dis dénoncer, c'est une chose, c'est nécessaire, je pense, mais je me dis aujourd'hui, j'en suis dans une phase de ma vie où je pense qu'on est largement assez nombreux à avoir compris que le système était complètement malade, pour le coup, et qu'il fallait que ça change. Mais pour que ça change, il faut proposer des solutions. Donc c'est bien beau de vouloir rameuter toujours plus de monde, mais on est déjà très nombreux, qu'est-ce qu'on fait ? Donc voilà, aujourd'hui j'ai vraiment envie de travailler sur des solutions. Hollytime en fait partie. Crowdbunker, bon, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je veux dire ça en fait partie aussi pour la liberté d'expression, pour permettre aux gens. Et c'est lié, c'est complètement lié. Vos projets sont liés. Et voilà, j'ai vraiment envie d'œuvrer aujourd'hui et puis jusqu'à la fin de mes jours sur ce que je sais faire, c'est-à-dire moi je travaille dans le web, je suis ingénieur, Mathieu aussi.
et de proposer des outils qui permettent aux gens de se retrouver, de créer du lien, et puis voilà, parce qu'au final, comme on dit, hein, diviser pour mieux régner. Mais je veux dire, on est largement assez nombreux si on travaille ensemble. Je pense que assez vite, le monde pourrait prendre une autre direction. Mais tout est fait pour nous diviser, tout est fait pour voilà. Donc voilà, moi, ma manière de contribuer à ça, c'est d'essayer à mon niveau d'apporter des solutions, en tout cas. Et Holytime en est une, justement. Ça. On fait tout pour, en tout cas. On fait tout pour, ouais, on espère. Mais on en est convaincus, oui. On en est convaincus. Bon, en même temps, la plateforme est toute jeune. Hein. Oui, elle a 2 mois. C'est ça, elle est toute jeune, mais elle répond à un problème qui est malheureusement... essentiel, même. Voilà, ouais. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, là, pour l'avenir ? Ben, je sais pas. Concurrencer Doctolib ou de dépasser Doctolib ? C'est pas l'objectif. C'est pas l'objectif, mais je pense qu'on pourrait y arriver un jour. C'est pas, voilà. Nous, notre ambition, c'est de devenir un petit peu le Doctolib de la santé naturelle, du bien-être. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes qui existent, des petites, des moins petites, etc. Et tout est dispersé, dispatché au milieu de tout ça. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment qu'Holytime, et on va tout faire pour, devienne en fait l'endroit où il faut aller. T'as envie de parler de santé, tu sais que c'est sur Holytime que tu viens. Voilà, que aujourd'hui on cherche un praticien dans une ville, par exemple. Moi, demain, et assez rapidement, on va aller vers ça, en utilisant des outils comme des outils avec l'intelligence artificielle, etc., des outils techniques qui vont permettre de vraiment affiner ces recherches. L'idée, c'est que demain, on arrive avec une application mobile, avec un gros micro en bas, on clique dessus et puis on raconte sa vie. Voilà, il m'est arrivé ça, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, j'ai mal là, j'en sais rien. Et qu'en fonction de tout ça, qui va lui mettre en avant, que ce soit des contenus, que ça peut être des articles, aujourd'hui on ne le propose pas encore, mais ça va arriver bientôt, que ce soit des contenus textes, vidéos, ou même des formations, des livres, pourquoi pas, ou des praticiens si les gens ont besoin d'être accompagnés. L'ambition d'Holytime, c'est de rendre les gens le plus autonomes possible, c'est de faire en sorte que les gens s'intéressent à leur santé. Et arrête de déléguer ça à d'autres, quoi. Parce que, je veux dire, c'est la chose la plus importante de la vie. C'est notre vie, c'est notre corps, c'est nos corps, c'est notre santé, quoi. Il faut que les gens se réapproprient ça et s'y intéressent, quoi. Donc finalement, c'est pas tant ce qu'on pourrait nous souhaiter à nous, mais ce qu'on pourrait souhaiter aux gens, aux Français et aux autres, de s'autonomiser davantage dans leur santé et d'être moins dépendants, de ce système pharmaceutique aujourd'hui. Et puis, on peut souhaiter à tous ces praticiens justement pouvoir continuer leur pratique et d'être fiers de ce qu'ils font, parce que ils le font évidemment pour la très très large majorité avec beaucoup de cœur et beaucoup de bienveillance, et ils aident vraiment des gens au quotidien. Donc on peut que leur souhaiter de pouvoir croître, et comme tu l'as dit aussi dans tes chiffres tout à l'heure, beaucoup pensent que ça va continuer à croître comme ça. On en est convaincus aussi tous les deux, donc c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et puis oui, Holytime, c'est un peu comme CrowdBunker. CrowdBunker, ça veut dire quoi? C'est le bunker du peuple, quelque part. Donc c'est là où la liberté d'expression est protégée, quelque part, CrowdBunker. Nous, on veut faire la même chose avec Holytime, c'est un petit peu le bunker de ces métiers de la santé naturelle. Aujourd'hui, on a énormément de praticiens. J'avais vu un chiffre, en France aujourd'hui, si on inclut vraiment tous les métiers du bien-être et de la santé naturelle, y compris les médiums, les magnétiseurs, etc., je crois que c'est 700 000 personnes. C'est énorme. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils sont pas sereins d'exercer leur métier, parce que tout est fait pour leur faire peur, etc. Cette plateforme, Holytime, on veut que ça devienne le bunker de ces métiers-là, que les gens puissent venir exercer leur profession avec des conseils, d'être certains qu'ils ne seront pas mis dehors parce que on va recevoir des pressions ou des choses comme ça. Voilà, c'est de créer ce bunker-là pour ces métiers-là. J'ai envie de vous répondre aussi que ce type de praticiens, ils ont vraiment en fait une mauvaise image. Enfin, les gens ou les médias ou la vie fait qu'on a une mauvaise image de ces praticiens-là qui sont souvent taxés de charlatans. Mmh. Donc du coup, redorer cette image, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que très souvent, ils fonctionnent par bouche à oreille en fait. Parce que par exemple, pour un médium, j'imagine que tout le monde ne va pas crier sur les toits « Ah, je consulte un médium », un magnétiseur pareil. On est tous différents. Il y a des gens qui vont donner beaucoup de crédit à des médiums et d'autres, ils vont les prendre pour des charlatans. Est-ce que ça veut dire que pour celui qui les trouve intéressants, c'est un charlatan? Non, on est tous différents.
Et c'est la démocratie. Chacun est libre, devrait être libre de pouvoir consulter qui veut. C'est ça, Voilà. c'est que nous, notre objectif, c'est pas de dire toutes ces pratiques, elles sont toutes marches. En fait, nous, on décide de rien, on dit pas de vérité, etc. On laisse la liberté aux gens de aller vers les pratiques qu'ils ont envie pour leur propre santé, leur propre corps. C'est pas à nous de décider pour eux. C'est ça ce qu'on fait avec Holytime avant tout. Et puis on est vraiment dans un monde du deux poids deux mesures. Hein. Aujourd'hui, les plus grands donneurs de leçons sont souvent les plus grands charlatans. Mais bon, ça encore, c'est voilà, chacun pense ce qu'il veut. Alors, outre les interviews que vous pouvez accorder, comme aujourd'hui, où on peut vous retrouver? Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Oui, bah on a alors on n'est pas suffisamment présent sur les réseaux sociaux parce qu'on a tellement enfin on n'arrête pas hein, entre Holytime, tous les aspects à gérer, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on va développer beaucoup plus là dans les mois à venir. Mais on a un canal Telegram, on a une page Facebook qui n'est pas du tout alimentée d'ailleurs. Il va falloir qu'on mette quelqu'un dessus. Et puis le site internet surtout holytime.org, holitime.org. Et on le mettra dans la description de la vidéo. Et après, vous pouvez aussi... alors, on n'a pas précisé que pour les patients, enfin pour les gens qui recherchent des praticiens ou de l'information, c'est 100% gratuit. Et aujourd'hui, alors il n'y aura pas forcément... vous n'allez pas forcément trouver des praticiens près de chez vous, surtout si vous êtes à la campagne ou autre. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et dès que des praticiens s'inscriront près de chez vous, vous serez informé par email. Il y aura une petite newsletter qui sera envoyée une fois par semaine avec les nouveaux praticiens. Enfin voilà. Donc Holytime, ce n'est que le tout début et c'est voué à se développer continuellement, quoi. Bon. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Ouais. On souhaite une longue vie à Holytime. Mais nous, on est assez confiants. Parce que parce qu'il y a une vraie attente aujourd'hui de ce genre de solution et moi je suis très confiant, ça va se développer et puis déjà ça se développe très vite et puis on a vu cette campagne de financement qu'on a fait l'an dernier, ça a été un vrai succès, quoi. Donc vraiment les gens attendent quelque chose autour de ça, donc ouais, moi je suis assez positif, je pense que ça va bien marcher. Les gens sont en demande, justement. On a vu le sondage, n'est-ce pas? Voilà. Eh ben, on vous souhaite une longue vie, une belle aventure. Et puis, merci d'avoir été à tous les deux notre Merci à vous, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Heureusement que vous êtes là pour donner de la visibilité à ce projet. C'est grâce aux médias comme vous qui vont en parler, qui vont nous permettre d'en parler, etc., que les gens vont découvrir et puis s'y intéresser. C'est comme ça que la plateforme va grossir. Je croise les doigts pour vous. Je vais vous inviter à signer notre livre d'or si vous êtes d'accord. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci Johan, merci Mathieu. Merci beaucoup Kate.